LISA est un dispositif conçu pour repérer et comprendre les besoins et les forces des élèves afin de mieux accompagner leur bien-être et leur santé mentale. LISA est composé d'une plateforme numérique, d'un parcours de formation destiné aux enseignants et d'un réseau de collaboration multi-acteurs. Soutenu par l'État, le projet LISA France 2030 vise à améliorer le bien-être d'environ 70 000 élèves dans 190 établissements en France et à l'international. Le projet LISA se construit autour de la question essentielle de comment favoriser le bien-être de tous les élèves afin de leur permettre d'apprendre et de progresser ensemble en s'épanouissant. On voit bien évidemment que chaque élève est unique, qu'il a ses forces, qu'il a ses besoins spécifiques, mais qu'il évolue au sein d'un collectif, le groupe classe. Et le défi qui se pose aux enseignants au quotidien va vraiment être de pouvoir transmettre des connaissances, veiller à l'acquisition des connaissances et des compétences pour chacun de ces élèves au sein d'un groupe. Les statistiques sur la santé mentale montrent l'importance d'adresser ce sujet dans le cadre scolaire. Et c'est dans ce contexte que LISA intervient. Alors on a de nombreux dispositifs qui existent évidemment, au rang desquels les PAP qui accompagnent les élèves et qui exigent un diagnostic formel pour offrir un soutien. Mais on a aussi des élèves qui n'ont pas forcément ce type de programme d'accompagnement et qui ont également des besoins. Que proposons-nous concrètement ? LISA offre des formations, des outils et des ressources élaborés à partir d'une collaboration interdisciplinaire d'enseignants, cliniciens, chercheurs et ingénieurs. Grâce à cette co-construction, les ressources sont à la fois scientifiquement rigoureuses et adaptées à la réalité scolaire. Au cœur de cette initiative se trouve une plateforme numérique qui comprend un outil de repérage et une base de ressources qui propose des interventions concrètes à mettre en place dans la classe. Le questionnaire Facettes, qui comprend 12 questions, permet aux enseignants de faire une observation systématique et structurée de chaque enfant. À partir des réponses fournies au questionnaire, un tableau de bord individuel se génère et offre un résumé des forces et des besoins de chaque élève, ainsi que des suggestions pour les enseignants. Alors ces suggestions sont présentées sous forme de fiches simples et pratiques, prêtes à l'emploi. La base de ressources Lisapédia est quant à elle composée de toutes les fiches pratiques prêtes à l'emploi, ainsi que des hyperliens permettant d'accéder à des ressources externes, pédagogiques et théoriques. LISA propose également des formations pratiques, en ligne et en présentiel, qui sont adaptées aux besoins des enseignants. La démarche LISA s'appuie sur un programme de recherche mené par des chercheurs spécialistes de la santé mentale et du neurodéveloppement. Ce programme s'appuie sur un comité éthique scientifique international, assurant ainsi la rigueur, le respect du cadre éthique et la protection des données. L'école joue un rôle crucial dans le bien-être et l'épanouissement des enfants et des adolescents. L'équipe LISA travaille pour fournir des outils à la hauteur de ces enjeux. Pour vous présenter Nicolas Ibon, donc, qui est enseignant spécialisé, anciennement conseiller pédagogique et directeur de SECPA. Il est particulièrement spécialisé autour des questions de l'hétérogénéité du groupe classe, en s'inspirant notamment des neurosciences et des réflexions autour de la notion de l'accessibilité universelle. Et dans ce cadre-là, voilà, il essaie justement d'adapter sa pratique pour proposer un environnement compréhensible, prévisible et capacitant pour ses élèves. Euh, et il est également investi en parallèle dans une démarche de coéducation pour garantir un effet continu sur l'autonomie des élèves. Et donc, c'est justement cette thématique-là qu'on va aborder aujourd'hui avec Nicolas. Merci Nicolas et bienvenue. Encore désolé des petits soucis techniques imprévus. Bonjour, Je vous laisse la main. très bien. Bonjour à tous et à toutes. Je vais partager donc ma présentation. Je vous demande juste un tout petit instant. Ça devrait arriver dans quelques instants. Voilà, normalement, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, c'est super. Super, très bien. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Hibon. Je remercie Antonina de me faire participer à ce projet LISA.
Voilà, sur la question aujourd'hui donc de l'hétérogénéité en classe et surtout de la réussite des élèves en réalité, parce que c'est bien ça le cœur du sujet. J'ai dû condenser évidemment, faire des choix sur ce thème de l'hétérogénéité parce que pour une présentation qui va durer une trentaine de minutes, j'ai fait des choix, donc ce sera une liste qui sera non exhaustive, mais l'idée c'est que vous compreniez comment je travaille et comment j'essaie d'absorber cette hétérogénéité qui est omniprésente dans ma classe, et aussi comment je peux solliciter finalement les familles, travailler, comme l'a dit Antonina, à la coéducation, pour pouvoir toujours essayer de garantir un maximum de réussite pour tous les élèves qui sont dans ma classe. Voilà. Donc on va partir déjà d'un constat, un constat qui est qu'aujourd'hui, au final, quand on considère l'école pour tous, puisqu'aujourd'hui on a dépassé le concept d'école inclusive, on est sur ce concept d'école pour tous, évidemment on a fatalement des élèves qui viennent d'horizons différents et qui ont donc des profils absolument différents, et donc derrière des besoins différents. En fonction des différents, enfin de leur histoire, de pourquoi pas des troubles, enfin voilà, de tout ce qui peut fait partie de leur vie. Mais ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, finalement, en classe, l'hétérogénéité n'est plus isolée, c'est devenu une norme. Dans toutes les classes, on a 15 à 20% d'élèves à besoin, et sans compter les élèves qui vont présenter des besoins un peu plus dissimulés, ce qui fait que notre classe est un environnement composé d'individus et d'individus particuliers. Et l'idée, c'est de réfléchir à justement comment faire classe avec tous ces, finalement, ces besoins individuels. Et on va voir que la stratégie, elle va aujourd'hui, que je vais vous présenter, c'est d'aller vers ce qu'on appelle des besoins partagés pour pouvoir justement absorber un maximum de besoins, à peu près 80% des besoins qui sont dans notre classe, hein, statistiquement, pour après dégager aussi du temps et de l'énergie pour ces besoins particuliers à hauteur de 20%. L'idée, ça serait l'idéal, et accompagner justement les élèves qui en ont le plus besoin. Donc voilà, l'hétérogénéité, ça devient aujourd'hui la norme quand on est finalement enseignant en classe. Et on peut plus finalement compter sur des effets de cohorte avec des niveaux qui soient à peu près similaires. On a heureusement en fait voilà des attendus d'année, de fin de cycle qui nous garantissent finalement des niveaux, mais on va voir qu'on est obligé finalement d'adapter pédagogiquement sur la didactique, mais aussi sur l'approche cognitive pour qu'on puisse garantir finalement l'accès à tous les élèves au contenu d'apprentissage. Alors, du coup, pour cette méthode, pour cette stratégie, finalement, l'idée c'est qu'on va se baser sur trois fondamentaux. C'est-à-dire que même si notre groupe classe est très hétérogène, il y a quand même des principes de base. C'est-à-dire que chaque élève peut évoluer et donc on a ce principe d'éducabilité qui doit être envisagé très tôt, en fait, quand on aborde notre groupe classe. L'idée, c'est d'éviter de rentrer tout de suite vers des a priori déficitaires sur les élèves, mais plutôt de voir justement qu'est-ce qui peut relever des potentialités et jusqu'à où je pourrais amener chaque élève dans la continuité de ses apprentissages. Donc, même si on a des élèves en situation de handicap, même si on a des élèves qui ont des gros besoins sans être forcément en situation de handicap, c'est des élèves qui peuvent évoluer et qui peuvent justement participer à la dynamique de la classe. Le deuxième principe, c'est que ces élèves, qu'ils soient performants ou en difficulté dans la classe, c'est qu'ils vont partager, il y a ce qu'on appelle une vulnérabilité partagée pour tous ces élèves. C'est-à-dire que face à une situation d'apprentissage, que l'élève soit en réussite en général ou en difficulté en général, quoi qu'il arrive, il y a des fondamentaux qui vont faire que l'apprentissage, la situation d'apprentissage va être en réalité une prise de risque pour l'élève. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que c'est là qu'on va commencer justement à concevoir cette hétérogénéité et accompagner l'hétérogénéité des élèves. Par exemple, voilà, le sentiment de compétence, en fait, il va être nécessaire. Le sentiment d'efficacité personnelle va être nécessaire à tous les élèves pour pouvoir s'engager dans une tâche. Et ça, c'est ce qu'on appelle potentiellement une vulnérabilité partagée. Le troisième point, c'est le troisième principe quand on va vers l'accessibilité universelle, c'est du coup cette notion d'accessibilisation.
Aujourd'hui, l'idée, c'est que pour ne pas être complètement débordé par une somme d'individus avec des besoins et ne pas rentrer immédiatement dans l'accompagnement individuel, eh ben, on va essayer de réfléchir justement en amont à essayer de prévoir finalement ce qui pourrait faire obstacle dans nos pratiques et justement réfléchir comment je vais faire pour pouvoir donner accès à mes supports, à mes stratégies pédagogiques, à mes scénarios pédagogiques pour que du coup tous les élèves puissent emprunter ce chemin. L'idée, c'est que voilà, on n'est plus dans une modalité, on pensait une modalité de classe et les élèves, du coup, on vient réfléchir à comment les adapter à cette modalité de classe, mais c'est l'inverse. On prend finalement les profils de nos élèves, on analyse des besoins partagés et du coup, on va construire autour de ça pour pouvoir proposer des modalités pédagogiques qui donnent accès à tout le monde. Donc, trois principes. Le premier, c'est que il faut garder en tête que chaque élève peut évoluer, donc l'éducabilité, qu'ils vont partager, chaque élève partage avec d'autres une vulnérabilité potentielle par rapport à l'apprentissage, et que dans tout ça, il va falloir qu'on puisse rendre accessibles nos supports et nos stratégies d'apprentissage. Voilà, donc tout ça, ça va passer par comment dire, une réflexion sur l'environnement qui se doit être prévisible, compréhensible par l'élève et surtout qu'il le mette en capacité d'agir dans notre environnement de classe. Alors vous allez voir que justement, généralement, quand on traite de cette question de l'hétérogénéité, eh bien, on va très vite sur cette notion de différenciation. Donc, pour accompagner l'hétérogénéité, on a à disposition tous les dispositifs par exemple, de plans de travail, de ceintures de compétences qui permettent aux élèves finalement d'emprunter des chemins parfois différents, mais dans lesquels chacun peut se réaliser justement dans sa différence pour pouvoir atteindre un certain niveau. Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne très bien. Mais quand on réfléchit en termes d'accessibilisation, c'est un petit peu différent. On va réfléchir un petit peu en amont finalement de la situation d'apprentissage et notamment justement à cette réflexion autour des obstacles qu'on va générer dans notre pratique professionnelle, la pertinence et l'efficacité de nos gestes professionnels qui vont justement générer ou pas des obstacles non essentiels. Alors quand je dis obstacles non essentiels, c'est pour justement mettre en opposition avec ce qu'on appelle les obstacles cognitifs, pédagogiques qui sont là pour justement faire évoluer la pratique des élèves et les mettre en situation d'apprentissage. On va mettre parfois les élèves en situation de recherche avec des obstacles d'apprentissage, mais qui sont en fait d'un point de vue didactique nécessaires pour que l'élève puisse évoluer. Moi, je parle plus des obstacles qu'on va générer dans nos pratiques ou sur nos supports qui vont justement créer en fait une charge cognitive non essentielle à l'élève, mais qui va quand même prendre de l'énergie et de la fatigue à l'élève, justement pour pouvoir accéder au contenu. Donc, je vais aborder cette notion d'hétérogénéité à travers le fait d'accessibiliser les contenus plutôt que de les différencier voilà, enfin, à terme d'une séquence. Et ça ne s'oppose pas du tout, mais ça se complète justement. Et c'est un peu l'idée finalement de la CEA, de la conception universelle des apprentissages. C'est dans un premier temps de travailler sur l'anticipation du cadre et des obstacles que je pourrais générer dans ma pratique. Alors là, je vais faire, je vous propose justement essayer de comprendre un peu plus finement ce que c'est ce concept de conception universelle de l'apprentissage. En fait, la conception universelle de l'apprentissage, ça part d'un concept qui, à la base, n'est pas pédagogique forcément, mais qui est le design universel. Et par exemple, si on prend par exemple l'objet là qui est en face que je vous présente, cet escalier, on voit bien que dans cet escalier, les architectes qui ont pensé en design universel, c'est-à-dire qui se sont posé la question de la pertinence de l'outil pour un maximum d'usagers. Par exemple, on sait que sur cet escalier, l'objectif de l'escalier, c'est de changer de niveau, de monter ou de descendre. Mais l'idée, c'est que chacun dans cet objet doit pouvoir trouver sa place. Donc, ils ont réfléchi à des modalités, à des dispositifs qui intégraient un même objet pour que un maximum de personnes puissent trouver sa place et utiliser cet outil-là. Donc, vous pouvez voir qu'évidemment, il y a les marches qui permettent de monter directement, mais vous avez des rampes qui permettent
et ben, éventuellement à des personnes à mobilité réduite bah, de changer de niveau, de passer d'un niveau, enfin, du haut au bas ou un inversement, mais pas que aux personnes à mobilité réduite. Donc, ce dispositif peut aussi servir, par exemple, à des personnes avec des poussettes ou avec voilà, des caddies de course. On peut imaginer que voilà, un maximum de personnes pourra utiliser ce dispositif en fonction de ses contraintes. Vous avez également des rambardes qui permettent justement d'assurer le pas si jamais une personne âgée, par exemple, décide de monter directement, mais n'a pas quand même un pas assuré, enfin, dans les marches. Donc, l'idée, vous voyez, dans ce design universel, c'est de réfléchir à des dispositifs qui permettent à une grande diversité de profils de pouvoir trouver sa place dans un même et seul objet. Et ben donc, on va extraire cette notion-là de design universel et on va l'appliquer finalement au pédagogique et au moment de classe. En amont, on va réfléchir justement à comment organiser des pratiques, organiser un cadre, un environnement d'apprentissage qui permettent à tous les élèves finalement de trouver leur place, mais en même temps de pouvoir prendre des chemins un petit peu différents. Voilà, donc ça, c'est grosso modo mon explication, ma compréhension finalement de la conception universelle des apprentissages. Aujourd'hui, on appelle ça, enfin, la mise en œuvre, en fait, c'est l'accessibilité universelle. Donc voilà, pour vous donner un petit cadre sur les mots. Donc de la conception universelle des apprentissages, eh ben, nous, on le met en pratique en tant qu'enseignant et on va parler d'accessibilité universelle. Alors, du coup, je reviens sur ce contexte de besoins partagés, parce qu'aujourd'hui, gérer l'hétérogénéité des élèves, si je devais considérer chaque individu comme pôle isolé dans ma classe et intervenir de manière individuelle sur chaque besoin, je m'apercevrais très vite que je serais complètement débordé et que je n'aurais pas forcément ni les moyens humains, ni matériels, ni financiers pour pouvoir accompagner individuellement chaque besoin de manière isolée. Donc la stratégie, c'est peut-être de regarder autrement. C'est-à-dire que on va plutôt s'intéresser à ce qui peut être partagé. C'est-à-dire que donner accès, par exemple, à un texte, dans cette notion de conception universelle des apprentissages, c'est par exemple repérer chez un élève dyslexique ou un élève qui est en précarité de lecture, un besoin partagé qui est de pouvoir accéder au sens du texte. Donc à partir de là, si je repère que sur plusieurs élèves qui ont des profils différents, j'ai un même besoin, par exemple dans cette situation, dans cet exemple-là, d'accéder au texte, à ce moment-là, je vais mettre en place en amont une réflexion sur mes supports, sur mes outils, qui va justement absorber ce grand besoin de l'accessibilité, enfin, de l'accès au sens. Voilà. Donc, donc derrière, j'aurai des mises en œuvre qui me permettront, enfin, j'aurai des dispositifs sur mon texte ou sur mon support qui permettront de faciliter la lecture et donc de faciliter l'accès au sens de l'élève, sans pour autant que les autres élèves soient dérangés ces dispositifs-là. Donc chacun, au support de texte que je proposerai, pourra justement se servir de ce qui est à disposition. Donc l'idée, c'est que justement, ces besoins partagés, c'est pas pour autant qu'on va oublier après les besoins éducatifs particuliers dans cette notion d'accessibilité universelle. Mais on va, comme je l'ai dit, d'abord regarder ce qui peut faire commun en fait sur des groupes d'élèves ou sur même une classe entière. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous présenter après, ces trois axes qui permettent de travailler des besoins largement partagés qui relèvent finalement des bonnes pratiques de l'enseignant, mais tous les élèves peuvent être vulnérables sur, vous le verrez enfin, vous le verrez après, donc je vais parler de la mémoire, du langage et de l'évaluation, et tous les élèves finalement ont des besoins partagés là-dessus. Donc, commencer à réfléchir en accessibilité, c'est d'abord réfléchir à des besoins partagés pour tous. Et donc, c'est ce qui est des mises en œuvre. Quand vous voyez MEO, ça veut dire mise en œuvre collective. Je vais d'abord réfléchir à un maximum de mise en œuvre collective pour pouvoir accompagner un maximum de besoins partagés. Mais ça ne suffira pas. On est d'accord que certains élèves auront besoin de plus. Donc, pour cela, je vais, dans ma pratique de classe, eh bien, créer des pôles ressources. Des pôles ressources où je vais mettre donc des ressources, des outils ou autre chose à disposition, ou des moyens humains à disposition, que ce soit l'enseignant ou alors des élèves sous la forme de tutorat ou de zones, enfin de pôles d'échange entre élèves pour que justement d'autres besoins partagés puissent être absorbés dans ces pôles ressources. Et l'idée en fait, c'est que dans ces deux premiers paliers, que ce soit dans mes pratiques de classe, enfin donc le premier cercle, le cercle plus élargi, ou finalement le cercle un peu plus resserré sur les pôles ressources, finalement j'essaye de conserver un maximum d'autonomie chez mes élèves.
Mais ça ne suffira pas, alors je vais donc poursuivre derrière. Je serai dans l'obligation de trouver ce qu'on appelle, d'aller chercher des besoins éducatifs particuliers, c'est-à-dire que là, j'aurai besoin pour un élève un peu plus déficitaire, par exemple, ou un peu plus en difficulté, d'aller sur une réflexion plus individuelle et du coup de mettre en place quelque chose de plus individualisé, une médiation plus ciblée pour l'élève. Mais vous voyez, cette médiation plus ciblée pour l'élève, elle intervient finalement dans ma réflexion au dernier étage. C'est-à-dire que d'abord, je vais réfléchir globalement à ce qui va faire dans mes pratiques professionnelles quotidiennes, ce qui va faire sens en termes de besoins partagés, comment je peux assurer justement la sécurité d'apprentissage pour tous les élèves. Puis après, dans certains pôles de ressources, alors, un pôle ressources, c'est pas forcément une table avec des chaises, ça peut être des dispositifs qui sont affauchés au mur, des dispositifs interactifs, voilà. Et si ça suffit pas, à ce moment-là, je vais aller derrière réfléchir à à une réflexion plus individuelle sur l'élève pour dégager un besoin éducatif particulier. Donc ça, c'est la démarche, c'est ma mise en œuvre finalement de l'accessibilité pédagogique de la CUA pour que ça soit finalement gérable pour moi. Parce que je peux pas, encore une fois, dans ma classe, répondre individuellement, au même moment à différents élèves. Donc il faut que j'arrive à globaliser certains besoins. Voilà, et ces besoins, juste pour terminer, et donc là c'est les travaux de Valérie Barry pardon, qui nous l'apprennent, ces besoins, ils vont finalement résider dans quatre grands champs pour l'apprentissage, ce qu'on appelle le champ relationnel, la relation à soi, la relation aux autres, et même la relation aux apprentissages qu'on projette sur l'apprentissage. On y trouve notamment toutes les questions d'estime de soi, de motivation, et puis de regard des autres, tout ça, qui vont être déterminants finalement dans la mise au travail de l'élève. On a aussi ce qu'on appelle le champ instrumental, c'est lorsque le corps est vecteur d'apprentissage. Par exemple, quand vous devez apprendre à tracer un cercle, vous travaillez sur le concept de cercle, vous avez donc le corps est en jeu, parce que je vais devoir utiliser un compas, c'est un outil, donc si mon corps ne répond pas bien en fait à mes commandes motrices, eh bien, j'arriverai pas forcément à accéder au concept de cercle totalement. On a aussi le champ cognitif, donc là, c'est toutes les fonctions cognitives qui vont être impliquées dans l'apprentissage, hein, la mémoire, la logique, tout ça, l'attention. Et enfin, le champ culturel. Le champ culturel, ce sont toutes les notions qu'on va venir, connaissances et compétences qu'on va venir didactiser pour les rendre accessibles aux élèves. Donc, dans tout ça, finalement, il faut que je commence à raisonner globalement pour tous mes élèves et que après je resserre sur des pôles ressources pour aller au final, quand c'est fait, aller chercher sur l'individu ce qui vraiment bloque. Mais déjà, il faut que 80% de mes besoins soient traités de manière relativement collective. Donc, je vais passer. Hop. Voilà. Donc, le premier axe dont je vais parler et que j'ai choisi de vous présenter, c'est le travail qu'on peut accompagner autour de la mémoire. Donc là, c'est quelque chose que je fais moi tous les jours dans ma classe. Donc, c'est quelque chose de très pratique, entre guillemets. C'est quelque chose que je réfléchis en termes de, justement, comme je vous l'ai dit, de besoins partagés. C'est-à-dire que tous les élèves, ils vont partager cette vulnérabilité par rapport à la mémoire, qu'ils soient bons ou mauvais. On doit leur apprendre finalement à mobiliser cette mémoire et à du coup être efficace dans la rétention d'informations. Ça, c'est pour tous les élèves. Tout le monde a besoin d'apprendre à aller chercher en mémoire. Donc, je vais d'abord mettre en place en amont une réflexion sur ma mise en œuvre, sur mes séances et savoir comment je vais pouvoir justement accompagner cette mémoire. Donc, ça, c'est pour vous montrer justement comment dire, le schéma de qui représente la rétention d'informations, hein. C'est quand une information arrive dans notre système de mémoire, à l'instant T, grâce à notre mémoire de travail, on est tout de suite capable de redonner l'information. Puis cette mémoire de travail, on sait, elle est courte et éphémère. Donc en fait, à un moment donné, il va falloir que on puisse transposer le contenu qu'on a dans notre mémoire de travail dans une mémoire ce qu'on a dite à long terme. Et il y en a différentes, hein, mémoire épisodique, mémoire sémantique, mémoire procédurale pour simplifier. Mais ce processus, en fait, le fait de basculer de la mémoire de travail aux mémoires à long terme, eh ben, c'est nous en classe, là je vais donc me poser la question comment je vais réussir à faire ce transfert-là arriver à mettre des connaissances qui développent sur l'instant T, à les mettre en mémoire à plus long terme. Alors pour cela, effectivement, on voit que sur ce schéma, il y a une notion de temps et qu'avec le temps, évidemment, la connaissance s'oublie en fait si elle n'est pas réactivée. Et on voit que finalement, si elle est réactivée régulièrement, eh bien, finalement, il va y avoir un gain en termes de rappel de l'information. Et du coup, je vais pouvoir faire le pari que si je rappelle régulièrement
ces connaissances, ces informations, eh bien, ça va s'inscrire dans une mémoire à long terme qui sera beaucoup plus facile à utiliser que si je ne fais pas ce retour à chaque fois, enfin, retour régulier sur les connaissances. Alors concrètement, comment ça se passe? Pour pouvoir justement optimiser la mémoire de tous mes élèves, même s'ils sont enfin, même si le profil de ma classe est très hétérogène, eh bien j'ai des grandes stratégies qui vont bien fonctionner et peuvent être mises en place justement dans n'importe quelle pratique. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage distribué. On sait que pour qu'un apprentissage s'ancre durablement dans les mémoires à long terme, eh bien, il faut qu'il soit revu systématiquement. Mais ça, c'est pour tous les élèves. On est vraiment dans un besoin partagé, quel que soit finalement le niveau de réussite. Et du coup, c'est important que pour tous les élèves, on mette en place dans nos stratégies, dans nos séquences finalement, une réactivation des notions vraiment précises qui vont permettre de progresser vers la fin de la séquence. Donc c'est pour ça qu'on va mettre en place une programmation spiralaire finalement des contenus. Par exemple, si je veux apprendre la table de 7 et que je donne une évaluation dans une semaine, eh bien je sais qu'il va falloir que j'arrive à réorganiser, enfin revoir le travail de la table de la table de 7, de multiplication de 7 assez régulièrement en créant un effet de compression. Par exemple, je vais l'avoir le jour 1, puis je vais l'avoir le jour 5, et enfin je vais l'avoir le jour 7, et après je vais du coup proposer une évaluation dessus. Mais vous voyez, cet espace, en fait, et le fait de créer des pauses et finalement une réactivation avec un effet de compression entre les jours, eh ben, ça va optimiser finalement l'engagement des mémoires à long terme. Et ça, c'est ultra important. Ce qui veut dire que quand on conçoit finalement nos séances à la base, en amont, eh bien, on doit essayer de prendre en compte ça, comment dans ma séance, dans ma séquence du coup, je vais finalement planifier cette programmation spiralaire, ce retour de certaines informations, et que je vais réussir à les compresser vers l'échéance qui va être finalement à la fin une sorte d'évaluation sommative. Pour cet apprentissage distribué, donc il y a cette réflexion autour de la programmation, mais on peut aussi trouver d'autres outils. Alors il y en a plein, je vous en ai sélectionné deux autres. Il y a par exemple ce qu'on appelle les boîtes de Leitner. Alors les boîtes de Leitner, je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif, mais ce sont des boîtes qui permettent finalement de réviser des notions de manière spiralaire, mais avec un critère de réussite. C'est-à-dire que imaginons, prenons l'exemple que sur une séquence, on définisse du vocabulaire spécifique à connaître. Donc on va avoir, je sais pas, une dizaine de définitions de mots importants à connaître, avec derrière des définitions qu'il faut absolument savoir au terme de la séquence. Eh bien, on peut justement mettre en place ces boîtes, c'est-à-dire qu'on va créer par exemple des cartes aller-retour, avec sur la face, le recto, on met comment dire, le mot en question, le vocabulaire spécifique en question, et de l'autre côté, on met une définition. On va mettre ces différentes cartes dans la boîte numéro 1. Et en fait, à chaque fois que la séance arrive, séance d'histoire par exemple, eh bien, on va donc proposer collectivement aux élèves de faire un petit quiz sur ces cartes-là qui seront en boîte 1. Donne-moi la définition de tel ou tel mot. Et si on estime que la définition est suffisamment connue, eh bien, la carte peut passer dans la boîte 2. Ça veut dire que dans la boîte 2, elle sera révisée peut-être un peu moins souvent que que ceux qui se trouvent dans la boîte 1. Et au fur et à mesure, on peut faire évoluer finalement ces cartes de la boîte 1 à la boîte 5. Alors, il n'y a pas forcément 5 boîtes, on peut faire une boîte de Leitner avec trois boîtes, hein, mais disons que c'est pour vous montrer, là c'est dans l'exemple, il y en a 5. Et l'idée c'est que plus les notions, les cartes avancent vers le chiffre, vers la boîte élevée, moins en fait on va la réviser régulièrement. Donc du coup, ça permet quand même de focaliser sur les notions qui sont moins bien connues parce qui résideront dans les premières boîtes parce qu'elles sont revues plus régulièrement, mais de ne pas oublier quand même les notions qui sont à connaître en fin de séquence, dans la mesure où elles seront dans les boîtes, on va dire 4 et 5, mais qui seront revues avec une fréquence un peu diminuée. Voilà. Donc l'idée, vous voyez bien, c'est que en fait, là, on est bien dans l'apprentissage distribué parce qu'on va créer des redondances sur la sollicitation de certaines notions en s'appuyant sur le fait quand même que, au fur et à mesure de leur révision, eh bien elles s'ancrent de plus en plus dans des mémoires à long terme. Donc en fonction des besoins, si en cas de bonne réponse, ça évolue vers les boîtes qui seront moins sollicitées, et si c'est des mauvaises réponses, eh bien on peut les remettre dans les boîtes inférieures, et dans ce cas on les reverra plus souvent.
Voilà, ça c'est le principe de la boîte de Leitner. Et encore une fois, vous adaptez effectivement comme vous voulez le nombre de boîtes. Si 5 ça paraît trop, bah, on part sur 3 et puis c'est déjà très bien. Autre dispositif, vous pouvez créer avec les élèves bah, des plateaux de révision. Donc là, c'est par exemple, vous avez on va dire, trois espaces, hein, excusez-moi, l'enveloppe violette qui représente donc ce qu'il y a à apprendre, comment dire, l'enveloppe grise en haut qui représente ce qu'il y a à réviser, et l'enveloppe bleue qui va représenter les réussites et du coup ce que l'élève a réussi. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de compartimenter finalement les connaissances à revoir pour accompagner cette mémoire et donner justement à l'élève finalement cette capacité d'être finalement en autonomie par rapport à la gestion de ses connaissances et de la fréquence à laquelle va devoir récupérer les informations. Autre dispositif, autre stratégie qui est absolument essentielle, c'est l'effet test. Alors l'effet test, c'est le fait de tester très régulièrement finalement les élèves, non pas pour les évaluer, attention, mais juste pour les habituer finalement à mobiliser la récupération d'informations. Alors en gros, concrètement dans le cerveau, comment ça se passe? Quand je mémorise, je crée des connexions synaptiques et plus je vais emprunter ces chemins, ces connexions synaptiques, plus le chemin finalement pour retrouver l'information va être efficace. Mais du coup, pour ça, il faut que il faut que je me teste régulièrement sur ces connaissances. Tous les élèves, quels qu'ils soient, en fait, en réalité, donc là on est bien dans la gestion de l'hétérogénéité, ils ont besoin de créer finalement ces chemins neuronaux et que ces chemins neuronaux soient empruntés régulièrement pour pouvoir augmenter la vitesse de rétention. Et ça, quand j'arrive à récupérer rapidement une information, eh bien là, je mets mon élève en confiance et donc je participe à son bien-être face à l'apprentissage. Et ça, c'est extrêmement important. Je participe à sa sécurité. Donc, comment je fais ces effets tests? Eh ben, je peux créer en début de cours très rapidement une minute de carte de quiz question-réponse, de carte réponse. Hein. C'est un peu la même idée que ce que je vous ai présenté avant. Hein. Vous avez des cartes qui sont dédiées finalement à ce qui a été, qui permet de revoir ce qui a été vu avant, qui est vraiment essentiel, les notions clés, les mots clés, voilà, les concepts clés. Et du coup, très rapidement, un élève vient pocher, il pose une question au groupe et le groupe doit répondre. Et ça permet, sous forme de jeu ou sous forme de défi, rapidement d'aller rechercher de l'information. Ça, c'est très important. Et encore une fois, ces moments de test ne sont pas évalués pour évaluer un niveau de performance. Ils sont là pour travailler la vitesse de rétention. Et ça, c'est très important. Vous avez aussi les quiz type Plickers. Alors ça, c'est des applications. Je pense que maintenant, ça commence à être bien connu, Plickers. Mais en gros, chaque élève a un QR code qui lui est dédié. Et en fonction de l'orientation finalement de son QR code, il va donner la réponse A ou B. Alors comment ça fonctionne? L'enseignant projette sur le tableau un questionnaire qui est relié finalement à ce QR code. Et avec son téléphone portable, il scanne les QR codes de la classe. Alors, ça va extrêmement vite, hein. Vous pourrez aller voir sur Internet comment ça marche. Le téléphone, quand on passe et qu'on devant tous les QR codes, ça capte les QR codes tous en même temps. Et du coup, on a une réponse, on a une récupération presque instantanée de tous les élèves à un sondage et donc à un effet test. On peut créer voilà, des jeux de questions-réponses individuels parce que c'est important aussi qu'ils puissent répondre individuellement, qu'ils ne soient pas toujours effacés dans le groupe. Et du coup, grâce à cette application Plickers, on récupère les informations avec des statistiques de réussite et on peut justement évaluer après ce qui pose problème. Donc voilà, donc ça c'est pour le détail sur Plickers, mais vous avez d'autres dispositifs qui permettent de faire l'effet test. Mais en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il faut tester régulièrement et de manière très rapide les connaissances des élèves, sans pour autant être dans une évaluation formative. Voilà. Et la dernière chose, c'est ce qu'on appelle, donc, il faut veiller pour tous nos élèves à bien créer finalement un apprentissage multimodal. C'est-à-dire que plus vous allez donner de représentation de ce qu'il y a à connaître, de la connaissance, plus vous allez permettre aux élèves de créer des liens en fait entre ces différentes représentantes pour un même concept. Et ça, c'est fondamental, c'est très CUA, c'est-à-dire qu'il faut augmenter les possibilités de se représenter ce qu'on est en train d'apprendre. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai bénéfice parce que quand on est après dans la vie de tous les jours, en fait, dans la vie même quotidienne, eh bien, en fait, ce qu'on apprend à l'école, ça va pas forcément se retrouver sous une forme, enfin, de manière formelle comme on l'a trouvé à l'école. Donc, l'idée, c'est que les élèves, on puisse développer la compétence chez les élèves de créer des liens et de se représenter ce qu'on est en train d'apprendre de manière différente. Donc on va utiliser justement, donc pour ça on peut utiliser évidemment les leçons classiques, mais à ça on peut
utiliser des flashcards pour d'images, on peut créer des leçons à manipuler, on peut créer des cartes mentales, non pas qui viennent remplacer finalement une leçon institutionnelle rectilinéaire avec un plan alphanumérique, tout ça, c'est tout à fait entendable, hein, c'est tout à fait efficace aussi, mais peut-être qu'on peut justement présenter aussi parfois dans des pôles ressources justement bah, ces leçons présentées autrement pour que les élèves puissent avoir accès à d'autres représentations. Ça a un impact très fort sur la mémoire et c'est vraiment un point important dans la gestion de l'hétérogénéité pour les élèves. Donc voilà un exemple de leçon à manipuler, par exemple, qu'on peut trouver dans des pôles ressources. Moi, ce que j'utilise beaucoup aussi dans ces pôles ressources, c'est un portant d'affichage. C'est-à-dire qu'une fois que ma leçon est faite, que c'est écrit sur un cahier, eh ben, je vais créer des affichages et je vais les mettre sur des portants qui sont, enfin, les affichages seront accrochés avec des cintres pantalons. Et en fait, en fonction de la séance et en fonction des besoins, eh bien, je viendrai donc créer un environnement de ressources nécessaires pour l'objectif du jour, vous voyez, que je me mets au tableau avec des petites punaises. Et en fait, ça va accompagner du coup la mémoire de mes élèves parce que tout au long de la séance, ils vont l'avoir. Et c'est quelque chose qui va justement, pour tous les élèves, enfin, si les élèves, c'est typiquement quelque chose de justement de design universel. C'est-à-dire que si les élèves en ont besoin, ils font le détour par le pôle ressources, mais ceux qui n'en ont pas besoin, ils n'ont pas besoin de faire le détour par cette ressource. Un élève qui sait, qui est efficace, il va droit au but, hein, il fait pas de détour. Voilà, donc à la maison, ce qu'on peut faire, c'est justement bah, continuer ce travail de cette mémoire, faire apprendre par cœur le vocabulaire spécifique et les grands repères du cours. L'apprentissage par cœur, il faut pas l'oublier, c'est absolument nécessaire parce qu'on travaille la mémoire procédurale et que ça permet de faire une décharge au niveau cognitif quand on doit utiliser les notions après. Donc c'est important. Ça ne doit pas être la finalité de temps, mais c'est important qu'il y ait certaines choses qui soient apprises par cœur. Aider aussi à la programmation des révisions pour les enfants. Parfois, c'est compliqué pour eux d'organiser, de planifier. Donc là, à la maison, c'est important que on puisse travailler sur l'apprentissage distribué qu'on vient de voir. Et faire varier aussi l'accompagnement. Quand on interroge un enfant à la maison, bah, être sur, pourquoi pas des questions-réponses, de la récitation, de demander de raconter, de la narration, vous voyez, ces différentes modalités qui peuvent, enfin, surtout faire penser à l'élève qu'on n'est pas en train de l'évaluer, mais de l'accompagner dans la mémoire. Et surtout donner de nombreux exemples. Là encore, il faut qu'à la maison, ça soit renforcé par les exemples qu'on voit, enfin, compléter les exemples qu'on voit en classe. Le deuxième axe, c'est le langage. Alors le langage, c'est fondamental. On sait qu'aujourd'hui, le langage, c'est un des vecteurs déterminants dans la réussite des élèves. On le voit même aujourd'hui au niveau des études supérieures, hein, que ce soit le langage écrit ou le langage oral, c'est un vrai critère de réussite pour les élèves. Et notamment, même dans les premiers âges, hein, c'est là que, enfin, en maternelle, on voit déjà la différence entre les élèves en réussite et ceux qui sont en difficulté. C'est souvent une question de langage, de déficit langagier. Donc, les enjeux du langage, en fait, ils sont pas très compliqués, on les connaît bien. C'est que le langage, ça permet pour tous, qu'ils soient bons ou mauvais, d'accéder à des représentations mentales. Quand on a les mots, on peut créer de l'image mentale, l'imagerie mentale. Et ça, c'est absolument nécessaire pour pouvoir justement accéder au contenu et aux apprentissages. Le deuxième paramètre, c'est que le langage va être nécessaire évidemment dans les interactions langagières qu'on va avoir en classe. Et justement, en classe, il y aura une certaine hétérogénéité au niveau du langage, mais nous, on doit justement permettre aux élèves d'augmenter cette capacité de langage et de communication. Et la troisième chose, c'est l'éloquence. Encore une fois, le langage, il permet à développer cette compétence de l'éloquence, et on sait que pour tous les élèves, quels qu'ils soient, et aussi hétérogènes qu'ils soient, en fait, ils vont avoir besoin d'une certaine éloquence pour réussir. Donc il y a un vrai enjeu au niveau du langage. Alors, comment je travaille moi le langage et comment je gère justement l'hétérogénéité? C'est-à-dire que je m'applique finalement à éviter que ce que je propose comme langage, qu'il soit oral ou écrit, devienne finalement un obstacle pour mes élèves. Alors, du coup, je vais faire attention surtout à expliciter fortement le vocabulaire spécifique qui est à apprendre en cours. C'est-à-dire que je vais bien définir dans mes séances, dans mes séquences, le vocabulaire que je veux qu'ils retiennent au cours d'une séquence ou d'une séance. Et je vais donc l'expliciter. Je vais donner des définitions, donner des représentations mentales de ce vocabulaire. Et si justement il n'y a pas ces représentations mentales, eh ben, je vais procéder à ce qu'on appelle un nourrissage culturel en amont de la séance pour favoriser la compréhension. Si je sais que dans un texte, j'ai du vocabulaire difficile et spécifique, eh bien, avant de me lancer dans le texte, je vais m'assurer que tous les élèves, finalement, aient accès à des représentations. Et s'ils les ont déjà, eh ben, ça viendra compléter finalement le panel de représentations. Et là, vous voyez que j'ai forcément des élèves qui n'ont pas le même niveau de langage, le même niveau de représentation, mais je vais m'assurer qu'il y a un commun.
et que ça crée pas des obstacles de base. Et donc créer donc enfin comment dire, procéder à un neurosage culturel, créer aussi un bain de langage important dans les situations d'apprentissage. Je vais m'atteler à utiliser énormément de synonymes, à utiliser des mots avec des intensités différentes. Par exemple, si on parle du froid, ça peut être froid, gelé, glacé. Mais en fait, en fonction des situations, je vais venir utiliser du vocabulaire et leur apprendre à situer ce vocabulaire pour que ce soit efficace dans la situation. Je vais aussi proposer, et ça c'est très important, un discours qui est le plus modélisant possible, que ce soit sur le choix du vocabulaire, de la syntaxe qui va être employée, et surtout, je vais essayer de faire reformuler les élèves, parce que c'est important que tous les élèves, finalement, puissent ressortir avec un discours de référence, des tournures de phrases de référence. Après, ils pourront dépasser ces tournures, mais dans un premier temps, il faut qu'ils puissent s'y référer. C'est des tournures dans la prise de parole, dans la présentation des résultats. En fait, c'est important qu'il y ait ce discours de référence qui soit modélisant pour eux. Autre chose, c'est que donc je vais faire aussi, je vais beaucoup m'atteler au fait à faire expliciter aux élèves tout ce qui est stratégie et procédure utilisées dans la tâche qu'ils vont réaliser. Donc là, on va aller sur la métacognition, sur les procédures et voir justement mettre en mots finalement toutes ces stratégies. Alors quel que soit le niveau des élèves, quel que soit finalement leurs besoins, ils ont tous besoin besoin particulier, ils ont tous besoin de pouvoir mettre des mots sur les stratégies et les procédures. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose qui est dans ma pratique, qui est omniprésent. Dès qu'on met les élèves en travail ou face à une tâche, eh ben, je vais m'atteler à faire expliciter les stratégies et les procédures. Je veux aussi faire attention dans le langage à la répartition de la parole, parce que, encore une fois, bah, on sait, d'après les études, on sollicite plus les élèves en réussite que ceux qui sont en difficulté. On sollicite plus encore, malheureusement, les garçons que les filles en fonction des différentes tâches. Donc là, j'ai un public hétérogène, de genre et de niveau. Il faut que je fasse attention à ce que ma parole soit bien distribuée et aussi sur la nature des sollicitations. C'est-à-dire qu'encore une fois, malheureusement, on ne demande pas les mêmes choses aux filles, aux garçons, hein, enfin, ça, c'est les études qui le montrent, hein, et en termes d'exigence, et voilà, c'est un obstacle majeur dans l'évolution enfin, la prise en compte de tous les élèves, et pareil sur les élèves en difficulté. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que du coup, à la maison, on puisse trouver un écho aussi. C'est-à-dire faire parler les élèves sur le langage, ils ont tous besoin de ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va aider à prendre en compte l'hétérogénéité de notre public. C'est que si à la maison, j'ai ce bas langage, j'ai cette sollicitation sur le langage, sur le vécu quotidien de ce qui s'est passé en classe, et que justement, à la maison, on augmente finalement le vocabulaire qui a été vu en classe, et ben ça va vraiment renforcer les compétences et ça viendra vraiment justement égaliser les différences en classe. Euh, Encore une fois, à la maison aussi, être modélisant dans l'utilisation du langage, ça paraît fondamental, enfin évident, hein, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais être modélisant dans la prise de parole. Et justement aussi, on sait, la lecture, insister sur la lecture parce que le fait de la lecture va faire en sorte que l'élève va rencontrer plein de mots sur ce vocabulaire et que ça, c'est un vrai enjeu au niveau de l'hétérogénéité de nos élèves. Donc, vous voyez, à la base, là, je prends en compte l'hétérogénéité de mes élèves à travers un besoin partagé, c'est-à-dire l'accès au langage. Il faut que mes élèves montent tous vers un certain niveau. Le troisième axe, et pour finir, c'est l'évaluation. Alors, là, je voulais apporter votre attention sur la question de l'autorégulation. C'est-à-dire comment je permets à l'élève de s'autoréguler dans ses apprentissages, d'être le maximum en autonomie, et de pouvoir du coup apprendre et pouvoir justement absorber du coup ses besoins partagés. Donc là, je vous présente je voudrais vous parler des feedbacks. On sait qu'un feedback, c'est un retour sur action. Et ça, c'est dans ma pratique, c'est aussi central. C'est-à-dire qu'on a quatre types de feedback. On a les feedbacks cognitifs, on va avoir les feedbacks métacognitifs, méthodologiques et affectifs. Et chacun ont leur mission, en fait. Voilà, le cognitif, on va plus être sur voilà, la compréhension des erreurs, le fait de pouvoir identifier une réussite et une difficulté, et essayer de comprendre ce qui a mené à ça. Le métacognitif, c'est du coup la capacité aux élèves finalement de mettre en mots, encore une fois, par le langage, la pensée et les stratégies. Le méthodologique, c'est tout ce qui est lié à l'organisation du travail et justement aux stratégies de recherche des informations. Et le feedback affectif, c'est tout ce qui va permettre de travailler sur la motivation, le sentiment d'efficacité personnelle, la gestion du stress, tout ça. Donc en fait, les feedbacks, c'est par rapport à l'action des élèves. Quand les élèves agissent,
Et ben j'ai ces quatre feedbacks en tête et j'essaye de voir justement quel est le feedback le plus approprié en situation qui va permettre à l'élève de dépasser des obstacles. Et ça, en fait, ça me permet de gérer justement cette hétérogénéité parce que finalement là, dans l'action, ils vont avoir besoin de tel ou tel feedback derrière. Ma procédure, c'est que je vais systématiquement, comment je fais? C'est que tout de suite, quand j'ai un élève qui est en situation et qui est en situation d'apprentissage et que là, il a besoin de moi, qui retombe devant un obstacle qu'il a du mal à dépasser, dans un premier temps, je lui fais identifier ses réussites. Ça, c'est fondamental pour travailler sur le sentiment de compétence et savoir que finalement, il y a quand même des choses qui passent et que qu'il est quand même prise sur les apprentissages. Ensuite, je lui demande d'expliciter ses obstacles. Ça, c'est absolument nécessaire, que lui il puisse être capable de mettre en mots là où ça bloque. Et ensuite, je l'accompagne dans le choix de l'outil et de la stratégie. Voilà. Et systématiquement, j'ai cette procédure. Comme ça, l'élève identifie ses réussites, enfin, essaye de problématiser l'obstacle, et après, il regarde dans la classe, à disposition, dans une logique CUA, quel est l'outil, l'objet ou la stratégie qui va lui permettre d'avancer. Et là, je le guide, et après, l'idée, c'est qu'il devienne autonome dans cette stratégie-là. Ce qu'il faut, c'est que, évidemment, c'est qu'une fois qu'il a choisi l'objet, l'outil, il y ait un réinvestissement très rapide pour que ce soit à chaud, qu'il puisse reformuler, enfin, reproduire, en fait, la tâche et que le feedback ait un effet immédiat. Voilà, à la maison, eh bien, on va poursuivre ces feedbacks justement. Ce qui est important, c'est que les parents puissent justement questionner sur les apprentissages. Qu'est-ce que tu as appris? Comment ça s'est passé? Et qu'en fait, l'élève soit capable, encore une fois, de mettre en mots et d'expliquer son apprentissage, qu'il fasse la différence aussi entre ce qu'il a fait comme tâche et ce qu'il a appris réellement. Par exemple, il a peut-être joué à quelque chose, mais derrière le jeu, il y avait un apprentissage. Et ça, s'il arrive à l'expliciter, si à la maison vous arrivez à le faire dégager, nous, ça vient renforcer finalement ses capacités d'autorégulation. Réinvestir les feedbacks qui sont écrits aussi sur les cahiers, c'est-à-dire quand l'enseignant corrige et qu'il met des annotations, si tant est que le feedback soit pertinent, eh bien c'est important de pouvoir le reprendre et de pouvoir le mettre en perspective pendant le temps de devoir. Ça c'est très important qu'il y ait ce retour, enfin cette complémentarité entre les deux. Renvoyer aussi vers les bonnes ressources méthodologiques, hein. C'est important que, en tant que parent, on puisse justement aider, pas partir du principe que tout est forcément acquis en classe, parce que malgré tout, il y a toujours ce temps d'appropriation. Et ce qui est travaillé, même si en classe on travaille la méthodologie, on travaille l'accès aux ressources, à la maison, c'est extrêmement important aussi qu'il y ait ce travail justement de guidage sur la ressource pertinente. Et enfin, valoriser évidemment tout ce qui va être de l'ordre des réussites et des progrès, parce que ça c'est absolument fondamental, hein. Ça met l'élève dans une perspective de réussite, une quête de la réussite. Et là, en termes de feedback affectif, la gestion du stress, c'est très important pour que les élèves osent finalement prendre le risque de l'apprentissage. Parce qu'on sait que l'apprentissage, c'est une prise de risque pour l'élève, parce qu'il déconstruit pour reconstruire, mais il a besoin de se sentir valorisé, il a besoin de se sentir en situation de réussite et de progrès. Donc voilà, pour gérer et absorber en amont finalement l'hétérogénéité de mes élèves et pas en aval, encore une fois, je réfléchis en termes de besoins partagés. Et je sais que ces trois axes, la mémoire, le langage et l'évaluation, l'auto-évaluation, l'autorégulation, c'est fondamental parce que tous mes élèves ont ces besoins partagés au niveau de la mémoire, du langage et de l'évaluation. Et c'est trois points qui peuvent justement obtenir un écho assez pertinent à la maison et assez facile à mettre en œuvre. Donc voilà ce que je voulais vous présenter à travers cette démarche d'accessibilité universelle. Merci beaucoup, Nicolas. Voilà, maintenant c'est un petit peu à vous qu'on tend le micro, donc n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat et voilà, moi je vais les transmettre à Nicolas dans la mesure du possible. Euh, Peut-être pour entamer un petit peu les échanges et aider à un petit peu délier les langues. Vous avez abordé justement ces trois axes de la mémoire, du langage et de l'autorégulation, qui sont vraiment des besoins partagés qui existent à la fois dans le milieu scolaire, mais également à la maison, dans un cadre plutôt familial. Est-ce que, il y aurait d'autres besoins partagés qui serait aussi intéressant d'envisager en tant qu'enseignant plus particulièrement. Oui, oui, effectivement, il y en a plein, mais on va reprendre dans cette logique d'accessibilisation, enfin des apprentissages. On peut par exemple prendre la question
pardon, des repères spatio-temporels dans l'espace, enfin dans l'environnement d'apprentissage. Encore une fois, l'apprentissage, pardon, il se doit, pour être efficace, d'être prévisible, compréhensible et capacitant. Et là, le repérage spatio-temporel est fondamental pour tous les élèves. Tous les élèves ont besoin de prendre des repères sur l'environnement de classe, hein, puisqu'on est dans la classe, hein, ou à un autre endroit si on apprend à un autre endroit et que ce soit les repères spatiaux ou temporels. Alors, c'est pareil, c'est l'idée dans un premier temps, pour pas générer des obstacles, c'est de réfléchir justement au ce qu'on appelle le cadre de la classe, le cadre spatial. Est-ce que tout mon espace est suffisamment compréhensible pour n'importe quel élève, qu'il soit bon ou mauvais? Est-ce que mes coins sont étiquetés? Est-ce que mon matériel est étiqueté? Est-ce qu'il sait où il peut se rendre et dans quelles conditions il peut se rendre, et avec quelles règles d'usage sur tel ou tel espace? Vous voyez, la compréhension de l'espace va être fondamentale pour tous les élèves. Le temps, c'est pareil. Travailler avec le temps, pour moi, c'est fondamental. On pense souvent que le temps stresse. Alors c'est vrai que le temps stresse quand on n'apprend pas à travailler avec. Mais quand on arrive à concevoir le temps, à se le représenter par des timers visuels, par des choses comme ça, et qu'on arrive à justement utiliser cette représentation du temps pour pouvoir faire un choix de stratégie, et ben là, on amène les élèves à avoir finalement le cadre, l'environnement, et bien nous donne finalement un contenant qui nous permet de nous projeter plus facilement dans le choix de telle ou telle stratégie. Et ça, pour tous les élèves, c'est fondamental, c'est un besoin partagé, par exemple. Et il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Très bien. Merci Nicolas. On a une question dans le chat d'une personne qui demande quel support il est possible d'utiliser pour permettre la réactivation de la mémoire. Peut-être, par exemple, il évoque quelques ressources Internet pour aider à améliorer l'éloquence, la réactivation de la mémoire pour chaque cours appris, avec un petit peu cette idée que voilà, les primaires, dans leur école, ils récupèrent leur cartable en fin de semaine et bon, bah, ça empêche un petit peu la réactivation au quotidien ensuite. Alors, ils récupèrent leur cartable en fin de semaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aller-retour dans la semaine entre le... J'ai l'impression que c'est l'idée suggérée, oui. Peut-être que... ouais. Donc on peut pas compter sur finalement le passage, enfin le soir à la maison. Donc il faut qu'on... Alors comment on peut réactiver la mémoire? Donc on est là, si je comprends bien, on est en classe, d'accord? Ah non, c'est à la maison au niveau numérique. Peut-être comment on accède, c'est ça la question? Je veux Là, juste j'ai une plutôt compris. l'impression que c'est un ou une enseignante et Ouais. que c'est dans le cadre de l'école. Je ne sais pas si du coup, Hort, vous voulez repréciser votre question. C'est vrai que la distinction est peut-être difficile à saisir, Euh, mais j'imagine que ça peut couvrir en tout cas les deux milieux. Alors, Donc c'est un parent. d'accord, je suis parent, en effet, je sais, je vois le chat. Et il y a donc un devoir fait. Euh, ok. Eh bien, donc pour l'école, donc en tant que parent, si je veux pouvoir reprendre, bon déjà il faut que j'arrive à trouver donc un moyen de communication avec, à pouvoir accéder finalement à ce qui a été fait en classe, hein, pour pouvoir avoir un suivi des devoirs si le cartable revient pas effectivement. Il existe des solutions numériques, hein, des espaces numériques de travail où les enseignants peuvent justement mettre le contenu du cours qui a été fait dans la journée, ou en tout cas du moins une progression, voire des productions. Et à partir de là, je peux me calquer sur ça et essayer justement de faire parler, on l'a vu, hein, le langage, faire évoquer aux enfants finalement les choses et juste essayer d'aller plus loin dans ce qui a été appris, de donner, de nourrir le vocabulaire, parce que en vrai, c'est ça qui fera la différence de toute manière sur la compréhension, parce qu'après, en termes de représentation et d'accès à l'abstraction, c'est tout l'accompagnement en tant que parent qu'on va te donner et qui va te permettre du coup, encore une fois, de transférer ce qui a été appris à l'école et ben, dans les situations du quotidien. Donc, si on veut on peut se servir du coup des supports numériques, si tant est que là, effectivement l'enseignant ou l'enseignante mette en place cette communication-là pour pouvoir accéder et avoir une lisibilité sur le travail. Voilà. Est-ce que je sais pas trop si je réponds à la question, mais Je pense on peut laisser donc la personne y répondre dans le chat. En tout cas, elle nous précisait que voilà, à l'école, la réactivation se fait en devoir
mais voilà, qui n'avaient pas forcément cette certitude. Mais en tout cas, elle vous remercie, vous y avez répondu. Mhm. D'accord. On a une autre question de Aude qui vous demande si la mise en place de rituels pour commencer la journée est un atout pour répondre à Ouais. l'hétérogénéité. Alors absolument, en fait c'est absolument nécessaire, c'est absolument même nécessaire, hein, c'est une très bonne remarque. Le rituel, c'est encore une fois c'est la prévisibilité du cadre d'apprentissage. Donc les élèves vont pouvoir anticiper l'engagement de certaines ressources sur un rituel. Un rituel, on sait qu'il va durer un certain temps, on sait qu'on connaît la forme, donc c'est extrêmement rassurant. Et quels que soient les élèves, encore une fois, ils ont besoin d'être rassurés, qu'ils soient performants ou en difficulté, alors encore plus ceux qui sont en difficulté. Mais l'avantage du rituel pour ceux qui sont en difficulté, c'est que c'est prévisible, c'est que on connaît, il y a des situations de référence, il y a des réponses de référence, il y a des questions de référence, et du coup, encore une fois, on peut travailler par exemple les effets tests, c'est-à-dire les situations de test rapides, en ritualisant ça, alors imaginons qu'on soit en classe de CE1, enfin CM1, ou enfin peu importe, en élémentaire, on a des rituels qui peuvent être instaurés au fur et à mesure de la journée. Un rituel, ça doit pas durer enfin très trop longtemps, d'accord? Parce que c'est vraiment des tâches très. L'idée c'est d'automatiser. Donc l'automatisation, elle se travaille de manière très intense, donc ça peut pas être long. Donc effectivement, le ritualiser tout ça, cet effet test, par exemple, cette réactivation en début de séance, en début de séance, voilà, je prends 5 minutes au départ, ou ouais, voilà, de 5 minutes pour lorsque il y a eu une séance un petit, enfin, on progresse dans la séquence, et il y a plein de notions. Je sais que les élèves, il faut que je les amène à avoir cette fluidité de la rétention de l'information, donc je ritualise 5 minutes de questions-réponses rapides, de petits défis, et effectivement, les élèves, ils savent à quoi s'attendre, ils savent comment répondre, et donc c'est très précis, et ça les rend capables de faire. Donc ça, oui, c'est très important. Merci beaucoup de cette réponse. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le chat et qu'il est 19 heures. Je vous propose voilà, qu'on clôture le webinaire.